Alors, c'est parti. Je vais clapper, mais j'ai remarqué qu'en fait, les gens avaient beaucoup aimé la vanne du clap, et du coup, ils m'attendent au tournant sur la vanne du clap, genre, peut-être que je vais chercher quelque chose de ce côté du cadre, peut-être que je vais chercher... Et les gens s'attendent à ce que j'arrive, tu sais, avec un truc énorme, mais on est limité, il y a pas plus. Alors qu'en fait, je vous ai préparé la blague du clap, contre toute attente. En fait, j'ai un vrai clap depuis le début. Non, c'est pas vrai, je l'ai retrouvé, il était dans le bordel. C'est Scorsese, je fais un workshop. Aïe. Ça c'est pété du coup. Je décroche, clac. Oh. Waouh! Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Histoire de l'animation. On va faire une petite exception et on va parler évidemment d'animation, mais on va suivre un petit peu le flux de l'épisode d'il y a 2 semaines qui parlait du début de la 3D avec Masahiro Mori. J'avais précisé dans cet épisode que la 3D c'est venu petit à petit. Et donc aujourd'hui, on va parler de ces films qui constituent la frontière entre le monde sans CGI et le monde avec CGI. CGI c'est Computed Imagery... Oh la vache. Computer Generated Imagery. Be proud of you because you can be do. Et du coup, on va parler du premier film qui utilise de la CGI, et ensuite, les premiers films qui vont utiliser de la 3D sont des films qui se groupent dans les mêmes années. On est plus ou moins dans les années 70. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Alors, il y a eu le crash pétrolier à cause de la guerre du Kippour, on est sur la fin du Vietnam. Il faut aussi imaginer que c'est un monde où l'informatique arrive gentiment dans les foyers. On commence à avoir les premières machines Apple, on commence à avoir des Micral, on commence à avoir des ordinateurs personnels, et finalement, votre PC, ça s'appelle pas encore un PC, c'est plus obligé de prendre la place d'un hangar et de faire des bips toute la nuit pour calculer une simple addition en colonne. On commence à avoir des machines assez puissantes, un peu plus petites, et du coup, les laboratoires et les entreprises commencent à avoir de la vraie puissance de calcul. Alors, on s'entend, quand je dis de la vraie puissance de calcul, vous pouviez avoir, je sais pas, une des meilleures entreprises cotées en bourse, elle avait toujours moins de puissance de calcul que ce que vous avez dans votre poche avec votre iPhone. Hein. Vous pouvez aller sur la Lune avec votre iPhone, littéralement, en termes de puissance de calcul. Un autre point qui est très important, c'est qu'en fait, c'était un pari. Et c'était un pari risqué. Utiliser de la CGI dans des films, ça reste encore très expérimental. Alors certes, ça fait un peu futur, mais si vous prenez les films qui sont sortis à l'époque, on n'avait pas besoin de CGI. On va par exemple prendre l'Odyssée de l'espace. L'Odyssée de l'espace, sorti juste quelques années avant, il y a 2-3 nerds qui se sont amusés à rendre des trucs sur des oscilloscopes, mais tout le reste, c'est analogique. On a des vaisseaux spatiaux, ce sont des maquettes, on refait une projection sur un écran, on a des glaces sans teint, on a des décors qui bougent en entier, la station avec la gravité. On ne passe même pas par un ordinateur, hein. C'est vraiment de la péloche au projecteur. Donc quand on vous dit, tiens, on va utiliser un ordinateur pour faire un effet, ça ne séduit pas grand monde. Et donc, on va pas avoir un film à gros budget qui va mettre les pattes dans le monde informatique. On va commencer par des petits trucs. Noisy cricket. Le premier film qui constitue cette frontière, ça va être Westworld. Alors attention, on se calme tout de suite, c'est pas Westworld, la série d'il y a quelques années là par HBO, où ils avaient ouvert les vannes de la thune et que vous aviez un cast incroyable, Anthony Hopkins, un générique full 3D, le piano. Westworld, 1973. Non, vous oubliez la mélodie au piano. Non. Westworld réalisé par un monsieur qui s'appelle Michael Crichton. Et puis, alors, je fais un petit aparté pour les gens qui ne connaîtraient pas Westworld. Michael Crichton a envie que le film soit empreint de quelque chose de visuellement très futuriste, parce que c'est le thème du film. En très très gros... Oh putain, mais ça va nous prendre 6 ans. Je vais mettre un chrono, je vais dire que j'ai 20 secondes pour raconter Westworld. Westworld, c'est des milliardaires qui créent un parc d'attractions où vous pouvez aller dans un western
passéiste parce que tous les personnages sont des robots. Et du coup, c'est des mecs qui viennent dans un parc d'attractions western pour se tirer dessus avec des robots. Et il y a un des robots qui est le tueur à gages que vous allez tuer à chaque fois tous les jours. C'est l'attraction principale et lui, il va devenir conscient et il va commencer à fumer les touristes. Je suis dedans ou pas ? 25 secondes. 25 secondes, et franchement, ça passe. Et évidemment, quand vous avez un robot surentraîné au meurtre qui devient conscient, I'll be back. ça se passe pas très bien. C'est drôle de se rendre compte que, en fait, Matrix, Terminator, tout ça, ce sont des questionnements qu'on avait déjà depuis longtemps. Asimov avait donné déjà les 3 lois de la robotique. Depuis qu'on crée des ordinateurs, l'humain s'est toujours demandé ce qui se passerait si l'ordinateur décidait de prendre le contrôle. En gros, Westworld, c'est ça. Donc Michael Crichton démarre la production de son film et se dit on va tenter un truc. Le fameux tueur à gages, qui est joué par Yul Brynner, un chauve très inquiétant, à un moment, quand il se révolte, il poursuit les touristes qui sont dans le parc, et évidemment, il essaie de les fumer, mais pour de vrai. Et on imagine déjà que, parce que c'est un robot, il a des avantages. En fait, il a une caméra, il peut scanner les gens. Je vous rappelle qu'on ne sait pas à quoi ça peut ressembler. Nous, on a déjà vu la vision Terminator, ou derrière le réticule d'Iron Man, mais à l'époque, on invente tout ça, on ne sait pas. Et il engage John Whitney, qui va être le responsable des effets spéciaux. Et il lui dit, alors, on va faire une vue de robot. C'est fastoche ou pas? Il va se demander comment faire, et puis la réponse va lui venir de la NASA. Comme quoi, on revient toujours à des fondamentaux de fantasmes technologiques. La NASA vient de recevoir les premières images de Mars. Alors, les premières images de Mars, ce sont des carrés. En fait, comment... Voilà. Ouh là là, on part sur la première digression. Oui, j'allais dire aussi. Ah, Elle va être énorme, celle-là. je sens qu'elle va être énorme. Faites pas genre que vous êtes choqués. Il y a 2 semaines, vous avez suivi un épisode où je vous ai parlé des gazelles et des lions. Vous pouvez prendre 5 minutes pour parler d'une sonde spatiale. On est dans le technique quand même, on est dans les années 70. Comment fonctionne le satellite de la NASA? Donc oui, effectivement, il se retourne vers la NASA. La NASA a envoyé un satellite dont j'ai oublié le nom. Alors, le nom de la sonde, c'est Mariner 9. Mariner 9. Pourquoi il s'appelle Mariner, ce truc? Je sais pas, mais au moins comme ça, on le sait. Oh oui, une sonde dans un endroit où il n'y a pas d'eau, on va l'appeler Mariner. Nom à 2 balles. 3 geeks dans un entrepôt qui ont décidé qu'ils allaient l'appeler Mariner. Ouais, alors que là, on n'est pas du tout 3 geeks dans un entrepôt en train de faire une vidéo sur Absolument l'animation. pas. Rien à voir. Non, pas du tout. Bref, Mars, c'est loin. Même si on envoie des informations radio, les informations sont extrêmement limitées. C'est compliqué d'avoir des informations précises parce qu'il y a beaucoup de bruit, les informations doivent venir de très loin. Donc on essaye de minimiser les informations que la sonde va envoyer. Donc, comment fonctionne grosso modo la sonde? Elle prend une photo de la surface de Mars, et puis ensuite, elle doit envoyer cette photo par signal radio à la Terre. Donc cette photo impossible à envoyer par radio, on va la diviser en plein de petits carrés, et ça va vous faire une photo avec une grille. Ils vont définir le niveau de gris de chaque carré. Ils prennent la moyenne de la luminosité de ce carré, ils encodent ça dans une fréquence, et ils envoient ça à la Terre. Eux, de leur côté, ils reçoivent une espèce de grille du toucher-coulé, et voilà, c'est case numéro A1, 85% de gris. C'est des gars qui ont des crayons, ils ont tout le panel de chez Caran d'Ache, et ils colorient vraiment la case A1, 80% de niveau de gris. C'est le HB. Kevin, qu'est-ce que t'as fait du stylo gris? Voilà. Il est où le 9B? Attends, je l'aiguise. C'est ça. Ah non, j'ai cassé la mine. Et donc on revient à Michael Crichton, et plutôt à John Whitney, le responsable des effets spéciaux, qui se dit « Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire comme si le regard du robot recomposait l'image qu'il voyait devant lui. » Et donc lui, pas complexé pour un sou, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il sait que ça vient de la NASA, lui, il va simplement regarder qui a fait la techno dans la sonde, puis il va aller s'adresser à eux. Donc le responsable des effets spéciaux va s'adresser à la boîte qui a conçu le système de scan du satellite. C'est quand même simple la vie en 1970. Il va se prendre un petit nope, comme ça, Nope. au niveau du budget. Combien? Ça coûte un peu cher, mais il va aller chez une autre boîte qui s'appelle International Information, je crois, et eux peuvent lui prêter plus ou moins les machines pour faire ça. Il y a un moyen, il y a un business. Et donc c'est parti. Afin d'illustrer la séquence qui va suivre, la direction tenait à partager avec vous son amour inconditionnel pour les pandarous. Du coup, ils font la même chose que pour l'image de Mars. Ils prennent une image du film, ils la divisent en rectangles, et puis chaque rectangle, ils vont faire la moyenne de la couleur qu'il y a dans ce rectangle, et ensuite ils vont recomposer l'image, et vous allez avoir une suite de frames, où c'est une série de rectangles de 3600 rectangles.
les premiers pixels n'étaient pas carrés, puisque ce sont aussi les premiers pixels cinéma. Les premiers pixels ne sont pas carrés, elles sont rectangulaires. Elles sont rectangulaires parce que le film est tourné en anamorphique. L'anamorphique. Alors, pourquoi est-ce que c'est rectangulaire et pas carré? Non, on va pas parler de l'anamorphique aujourd'hui. Il va s'y mettre et il va scanner toutes les images du film où le robot voit les touristes s'enfuir en hurlant et qu'il les poursuit. Ça a pris des plombes. Et le résultat à l'image, il est pas dingue. Et en fait, on est en 1970, en 1973 à Westworld. Et il faut pas oublier que les effets spéciaux, personne n'avait vraiment besoin d'ordinateur. Ils faisaient des trucs de malade. C'est sympa, mais pas dingue. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y aura quand même un petit effet waouh, et Westworld marchera assez bien. Ce qu'on peut reconnaître à Michael Crichton au moins, c'est qu'il a eu le cran de faire ça sur un film à petit budget. Quand je dis film à petit budget, Westworld, 1,2 million de budget, 12 millions de bénéfices. Donc finalement, Paris complètement gagné. Ah, si vous voulez une comparaison, dans la même année, Exorcist, c'est le bénéfice de Westworld, c'est-à-dire qu'il a eu 12 millions de budget, et il en a fait 120 de bénéfice. 120 millions, hein. Mais dans l'Exorcist, tout est en analogique. Simone, qui marche au plafond et qui met des traces de gras sur la peinture, c'est des malades, voilà. On avait des stuntmen, on avait des artificiers, on avait des maquettistes, on savait faire sans la CGI. Du coup, les mecs qui ont commencé, ils étaient toujours un petit peu là, genre regardez, c'est formidable, on a fait des petits carrés, c'était pixels. Oh, vous, toujours vous, mais allez chier dans une fiole, on verra après. Et voilà, maintenant vous l'avez, l'anecdote du premier film qui utilise de la CGI, c'est Westworld, en 1973. Sauf que voilà, on l'a dit, c'était pas... c'est un peu méchant pour John Whitney et Michael Crichton, mais Westworld, c'est vaguement le filtre Instagram le plus cher du monde, mais c'est pas réellement de la 3D, et nous on parle d'animation. Ce qui est sympa, c'est que quelques années plus tard, le film ayant un petit peu marché, on va avoir droit à un numéro 2. Alors c'est pas complètement un numéro 2, en fait c'est la suite de Westworld, c'est Future World. Et les scénaristes se sont pas pété une clavicule sur ce coup-là, ils ont refait une Jurassic Park, enfin ce que vous voulez. Oh, il y a eu des accidents, des gens sont morts chez nous, alors on a fermé Westworld, on a investi dans la sécurité. Ils ont dépensé sans compter. Oups. Et ils ont ouvert un autre parc d'attractions qui s'appelle Future World, et il va se passer la même chose. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil. Et résultat, vous allez avoir les androïdes qui se rebellent, etc., etc. Donc, Future World, ça se passe quelques années plus tard, c'est un autre réalisateur qui prendra la licence, Richard Efron, en 1976, qui prend les rênes du projet Future World. Ce qui avait marché dans Westworld, c'était le côté technique waouh. Nice. Donc il va rester fidèle à cette technique marketing, c'est d'essayer de faire du film une vitrine technologique. La 3D, avant, c'était un truc de laboratoire. Qui invente ce genre de truc? C'était la NASA, et c'était les différentes universités qui commençaient à faire de la construction 3D, à utiliser les ordinateurs. Ils regardent un petit peu, et ce qui est marrant, c'est que une année avant Westworld, il y avait déjà un truc qui s'appelait A Computer Animated End, réalisé par Edwin Catmull et Fred Park, si je ne m'abuse. Et en fait, il s'agit d'un universitaire, un gars qui a fait dans son coin, dans son labo, la première main en 3D. Alors, nom de Dieu, si vous avez déjà fait un petit peu de 3D, vous savez qu'on a des vertex, on a des edges, on a des surfaces. À l'époque, on n'a pas d'interface entre l'ordinateur et l'utilisateur. Pour modéliser cette main, ils avaient une main en plâtre, avec des points dessinés sur la main, et des lignes entre les points, et ils avaient un stylet relié mécaniquement à l'ordinateur, et ils allaient pointer sur la main les points dans l'espace. Et ensuite, ils disaient, voilà, le point numéro 455 est relié au point 456, mais pas au point 457. C'est pas Doliprane sur 20, là. C'est... Et ils vont leur racheter cette main, qui évidemment ne peut pas être montrée au cinéma, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de montage sur ordinateur. Hein. Le montage se fait en pellicule, donc ils vont devoir faire tourner la main sur une machine dans le film et filmer la machine. Ils vont faire ça, puis ils vont faire le visage d'un des personnages qui va être scanné
Parce que dans la technique de Future World, ils scannent les visiteurs. Donc ça va apparaître sur l'écran de quelques techniciens qui préparent le personnage principal à entrer dans le parc d'attractions. Et ça va faire une petite explosion technologique et tout le monde sera là genre « Oh, là, c'est le futur, c'est incroyable !» Bon. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Maintenant, vous avez vos 2 petites anecdotes de café. Vous pourrez raconter ça à vos potes le samedi soir. Le premier film où on utilise du CGI, Westworld. Le premier film où on utilise de la 3D, Future World. Avant de terminer cet épisode, je vais m'arrêter un tout petit peu sur Edwin Catmull. Edwin Catmull, il va pas mal continuer à taffer dans la 3D. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, quelques années plus tard, il va fonder une petite boîte avec des copains à lui, Alvy Ray Smith et Steve Jobs. Ça s'appelle Pixar. On fera un épisode sur Ed Catmull. Catmull, c'est genre... Oh, il a tout fait! Une partie de votre enfance, vous la devez à Ed Catmull. C'est déjà la fin de cet épisode. Maintenant, vous avez cette anecdote de ces 2 films qui forment la frontière entre le monde sans effets CGI et le monde avec, Westworld et Future World. Et la prochaine fois que vous verrez un film, ayez une pensée peut-être pour les pionniers de la 3D, Ed Catmull et tous les autres, où ils ont commencé à faire un truc et tout le monde leur a dit que c'était dégueulasse. Et maintenant, on ne peut plus s'en passer. On n'a pas trouvé moyen de faire le référencement. Oui, cloche! Je l'ai pas dit, cloche. Oh, je vais pas traiter mes abonnés de cloche. C'est vrai que j'ai pas de nom pour les abonnés. Comment on fait pour trouver un nom de communauté? Les loulous, les queenos, les kingos. Sinon, juste les connards. Les connards? Les connards, c'est bien. Bon, appelez-vous comme vous voulez. Activez la cloche, abonnez-vous et puis dites un truc dans les commentaires. Dans le respect, évidemment, des guidelines YouTube. Non, mais c'est pas vrai, en plus, c'est eux qui se font ban, c'est pas moi. Connard! Cher payé quand même, hein. Je crois qu'il est pété.